Oh, je n'ai pas à écrire. Oh, génial, bien sûr. Donne-moi le script. Parti. Vous savez, mais il me laisse, Jimmy Comic produit très bien, à propos de Freddie Prinze qui gagnait 25 000 $ par semaine. Il venait de se produire pour le président. Son slogan « Ça a de la gueule » était partout. Mais le 28 janvier 1977, il a commencé à appeler tout le monde. Sa mère, son ex-femme, ses amis. Tout le monde a vu les signes avant-coureurs, mais personne n'a pu arrêter ce qui allait arriver. À seulement 22 ans, la star de Chico and the Man avait fini de faire semblant. Ce qui s'est passé ensuite a choqué Hollywood à jamais. Edward Carl Protzel portait un secret qui a façonné sa famille à jamais. 1934, à 19 ans, il a fui l'Allemagne nazie, tant que jeune juif et luthérien. L'Amérique lui a offert une nouvelle vie, mais la tragédie a suivi. Lors de son premier mariage, sa fille de 5 ans, Alice, s'est noyée dans leur piscine. Edward peignait la maison et ne surveillait pas. La découverte de son corps sans vie l'a anéanti. À partir de ce moment, il ne s'est jamais pardonné. L'alcool est devenu sa fuite. Sa consommation d'alcool a détruit son premier mariage et l'a laissé vide. Même après avoir épousé Maria Granella, il est resté hanté par le passé. La peur de perdre un autre enfant l'a tenu à distance. Ce sombre secret suivrait la famille à jamais. Maria Granella aimait Edward malgré ses cicatrices. Née à Porto Rico, elle est venue à New York pour travailler dans une usine. Elle espérait que son amour pourrait le réparer. Le 22 juin 1954, elle a donné naissance à Frederick Carl Protzel à l'hôpital St. Clair's. Le monde le connaîtra sous le nom de Freddie Prinze. Maria s'est battue dur pour lui offrir une vie meilleure. Même si Edward restait prisonnier de la culpabilité et de l'alcool, elle maintenait la famille unie. Maria a donné de la force à Freddie, mais le traumatisme s'était déjà installé profondément dans la maison. Freddie est né dans la violence. Les rues de Washington Heights dans les années 1960 étaient rudes. La criminalité était partout. Maria a été cambriolée 3 fois dans leur propre immeuble. Freddie avait peur pour sa mère. Après l'école, il se précipitait à la maison pour la protéger. Il était dangereux de simplement marcher dans ces rues. Les gangs contrôlaient la plupart des blocs. Pour survivre, Freddie a dû rejoindre un. Ce n'était pas un choix, c'était une façon de rester vie. Beaucoup d'enfants autour de lui ont fini prison. Freddie s'est promis de faire mieux. La comédie est devenue sa fuite. Sa mère voulait qu'il devienne fort, alors elle l'a inscrit à un cours de ballet. Freddie était un garçon potelé et asthmatique avec des lunettes. Le ballet était un choix étrange pour un garçon à l'époque, mais Maria voulait qu'il contrôle son poids et qu'il se sente fier. Même temps, elle lui a donné un mélange strict de culture. Les jours de semaine, il allait à une école luthérienne. Le dimanche, il assistait à la messe catholique. Et c'était déroutant. Il était difficile de s'intégrer, mais cela l'a façonné. Il a appris à s'adapter. Cela l'a rendu dur. Freddie a également appris que l'humour pouvait le sauver. Les enfants se moquaient de lui à cause de son poids et de son asthme. Au lieu de se battre, il les faisait rire. Il imitait les professeurs. Il racontait des blagues dans les toilettes des garçons. Bientôt, les enfants séchaient les cours juste pour le voir faire ses routines. Même à la prestigieuse Fiorell H. LaGuardia High School, il continuait à faire rire les gens. La comédie est devenue son armure et son billet de sortie. La vie à Washington Heights était difficile. Au milieu des années 1970, des gangs comme les Savage Skulls et les Coffin Kings contrôlaient les rues. Freddie traînait avec des gens dangereux. L'humour était sa façon de rester sécurité. Même à cette époque, il savait que la plupart des enfants drôles de son quartier finissaient en prison. Ces gars ont fini prison. Freddie a dit un jour que grandir vite n'était pas un choix. C'était ce que son monde exigeait. Freddie a décidé de changer sa vie. Il a auditionné pour la LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts sans parler à ses parents. C'était un gros risque, mais il l'a fait. Être accepté lui a donné de l'espoir. À l'école, il pratiquait le ballet et la comédie.
C'est là qu'il a trouvé sa voix et sa confiance. Pour la première fois, il avait l'impression d'appartenir à quelque chose. Mais dehors de l'école, la survie était difficile. Freddie vendait de petites quantités de drogue près de la 157e rue et de Broadway. Le commerce de la drogue faisait partie de la vie quotidienne. La vente lui donnait de l'argent et du respect. Cela lui a également donné une vision claire de la difficulté avec laquelle les gens luttaient. Cette expérience l'a rendu plus sage et lui a donné des histoires à raconter. Freddie était également un talent musical caché. Même adolescent, il jouait de la batterie, de la guitare et du piano. Tony Orlando et Dawn l'ont entendu chanter et l'ont invité à travailler sur l'album To Be With You. La musique et la comédie se sont réunies, Freddie. Sur scène, son timing était parfait. Coulisses, son cœur était plein de rythme. Il a décidé de quitter l'école avant sa dernière année. Beaucoup pensaient que c'était fou, mais Freddie savait que la comédie était son avenir. Sous le nom de Ungaran, il s'est produit à l'improv et dans des clubs partout à New York. À 19 ans. 19 ans, les gens prononçaient déjà son nom. Quitter l'école était un pari, mais c'était un pari qui a porté ses fruits. Cela lui a donné la chance de poursuivre ses rêves, et ses rêves l'emmèneraient bien plus loin que quiconque ne l'aurait cru possible. Après avoir quitté la High School of Performing Arts, il s'est dirigé directement vers les clubs de comédie de Manhattan. Soir après soir, il montait sur scène dans des endroits comme The Improv et Catch a Rising Star. L'air était toujours vibrant d'énergie. De grands noms comme Robin Williams, Jay Leno et David Brenner étaient également là. Mais Prince s'est démarqué rapidement. Il avait un style que personne n'avait vu auparavant. Il s'appelait Ungaran, mélangeant des racines portoricaines et germano-hongroises dans ses blagues. Le public aimait son honnêteté. Il était drôle, sans trop essayer. Parfois, il sautait sur scène sans rien préparer. C'est là qu'il était à son meilleur. Il pouvait faire rire les gens, racontant des histoires sur sa famille, sa culture ou tout ce qui lui venait à l'esprit. Chaque set était différent. Chaque soirée était électrique. 1973, tout le monde chuchotait déjà son nom. Alors que sa popularité montait flèche, Prince gardait un héros près de son cœur, Lenny Bruce. Bruce était intrépide. Il abordait des sujets que la plupart des comédiens n'oseraient pas aborder. Prince admirait cela. Il a étudié le style de Bruce, apprenant à embrasser un humour brut et personnel. Mais le lien était plus profond que la comédie. Prince a même fréquenté la fille seule de Bruce, Kitty. La romance a été brève et s'est mal terminée. La rupture l'a anéanti. Certains disent qu'il a pensé au suicide, secoué par les mêmes démons qui avaient suivi Bruce. Prince sentait le poids de la célébrité peser sur lui. La drogue, la dépression et l'isolement planaient autour de lui, tout comme pour Bruce. C'était comme si leurs histoires étaient liées à jamais. Même après que leurs chemins ne se soient croisés que brièvement, l'ombre de Bruce est restée avec Prince, le façonnant tant qu'artiste et tant qu'homme. Bud Friedman, le fondateur de l'improv, a vu tout cela de près. Friedman a été l'un des premiers à croire Prince. Il pensait qu'il était naturel, mais il savait aussi que trop et trop tôt pouvait détruire quelqu'un. Friedman avait vu d'autres comédiens s'épuiser auparavant. Les nuits tardives, la pression incessante et le besoin constant de faire ses preuves pouvaient écraser n'importe qui. Alors, il a pris Prince à part et l'a averti. « Garde les pieds sur terre », a-t-il dit. « Souviens-toi de qui tu es. Demande de l'aide si tu as besoin. » C'était un bon conseil, mais quand on a 20 ans et qu'on est pleine ascension, il est facile d'oublier les bons conseils. Friedman espérait que Prince écouterait. Au fond de lui, il avait peur pour lui, sachant que la célébrité n'est jamais simple, même quand elle semble facile. Cette célébrité a explosé à la télévision. 1973, Prince est apparu dans l'émission de Jack Paar. C'était un petit mais excitant avant-goût de l'attention nationale. Charlton Hatch, qui était également invité ce soir-là, a remarqué Prince tout de suite. Isha aimait son timing. Le public aimait son charme.
Mais la grande opportunité est arrivée quelques mois plus tard, le 6 décembre 1973. Prince est monté sur le plateau du Tonight Show à seulement 19 ans. Il a présenté son set avec son humour habituel sur ses origines et sa vie de famille. Johnny Carson a été tellement impressionné qu'il l'a invité à s'asseoir pour une interview. C'était un honneur rare, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. Le 6 décembre 1973, un comédien de 19 ans nommé Freddie Prinze est monté sur la scène du Tonight Show starring Johnny Carson. Personne dans le public ne le connaissait vraiment encore, mais à la fin de son set, tout avait changé. Prinze était drôle d'une manière qui semblait fraîche et réelle. La foule a ri fort et Johnny Carson lui-même était clairement impressionné. Ce n'était pas juste un numéro de stand-up ordinaire. Carson a fait quelque chose qu'il faisait rarement pour les nouveaux comédiens. Il a invité Prinze sur le canapé pour une discussion assise. Ce simple geste a dit à des millions de personnes qui regardaient que Prinze était quelqu'un de spécial. Du jour au lendemain, cet adolescent était passé de la scène de petit club à devenir un nom familier. Carson donnait rarement une approbation aussi forte à un nouveau venu. Il était célèbre pour avoir des normes élevées, et le faire rire était déjà assez difficile. Prinze ne s'est pas contenté de le faire rire, il a gagné toute l'attention de Carson. Peu de temps après cette apparition de décembre 1973, Prinze a été invité à revenir dans l'émission à plusieurs reprises. Carson l'a même laissé animer l'émission tant qu'invité, ce qui était du jamais vu pour quelqu'un d'aussi nouveau. Ce genre d'opportunité était généralement réservé aux stars établis, comme Joan Rivers ou Bob Newhart. Mais Carson croyait Prinze. Cela a donné aux jeunes comiques la chance de grandir devant des millions de téléspectateurs. Et cela a montré à tout le monde à Hollywood que Prinze allait devenir une star. Dans les 72 heures suivant cette première performance au Tonight Show, NBC appelait déjà. Ils se sont précipités pour le signer avant que quiconque d'autre ne le puisse. Les dirigeants du réseau pouvaient se trouver voir que Prinze se connectait avec tout le monde. Que ce soit le grand public ou les gens qui voyaient rarement quelqu'un comme lui à la télévision, ils lui ont offert tout ce qu'ils pouvaient, y compris des émissions spéciales et même sa propre série. Ce n'était pas juste un accord, c'était le genre d'appel téléphonique qui pouvait faire de quelqu'un un millionnaire du jour au lendemain. Prinze a été soudainement inondé d'offres. Tout le monde voulait un morceau de lui. Le buzz était impossible à ignorer. Les magazines l'ont mis sur leur couverture. Les studios frappaient à sa porte. Les fans le suivaient partout. Prinze n'avait que 19 ans et ça allait trop vite. Même Entertainment Weekly dira plus tard que c'était une arme à double tranchant. Trop et trop tôt pour quelqu'un d'aussi jeune. Prinze lui-même a admis que la célébrité était difficile à gérer. La drogue et la pression des projecteurs ont commencé à faire des ravages. Les gens à Hollywood étaient inquiets. Ils admiraient son talent, mais ils pouvaient aussi voir que le poids du succès l'écrasait. Lorsque Chico and the Man a été diffusé pour la première fois le 13 septembre 1974 à 20h30 sur NBC, cela a attiré l'attention de tout le monde. Immédiatement, il a grimpé au sommet des classements Nielsen et est resté l'une des émissions les plus regardées de toute la saison. Freddie Prinze, 19 ans, jouait Chico Rodriguez. Il n'était apparu que récemment au Tonight Show, starring Johnny Carson, et maintenant, il était la star de sa propre série. L'histoire était simple mais puissante. Chico était un jeune Chuco brillant et plein d'espoir, travaillant dans un garage délabré appartenant à un vieil anglo-grincheux nommé Ed Brown, joué par Jack Albertson. Ce mélange de jeunesse et de sagesse, de comédie et de cœur était exactement ce que l'Amérique aimait. Quelques semaines, l'émission était une sensation. Le slogan de Prinze, « Ça a de la gueule », était partout. Il est passé de presque inconnu à superstar. Magazine, talk show, album de comédie, son visage était partout. Et il était rare qu'une toute nouvelle sitcom passe directement à la première place des classements. C'était encore plus surprenant compte tenu de la jeunesse de Prinze et de son manque d'expérience à la télévision.
Son ascension s'est produite si rapidement que les gens pouvaient à peine y croire. L'émission est restée populaire pendant 2 saisons supplémentaires, mais même si des millions de personnes riaient, des problèmes se préparaient déjà dans la vie personnelle de Prince. La vraie magie venait de Prince et Jack Albertson. Albertson était déjà un acteur respecté, avec un Emmy pour The Sunshine Boys. À l'écran, il jouait Ed comme un vieux garagiste têtu qui ne faisait confiance à personne, surtout pas à Chico. Prince jouait Chico comme énergique et plein de rêves. Ensemble, ils ont créé un équilibre parfait entre humour et honnêteté. Ils se disputaient, ils apprenaient l'un de l'autre et sont lentement devenus comme une famille. Le créateur de l'émission, James Comarmac, a choisi Prince après l'avoir vu lire avec Albertson. Il était évident qu'ils avaient une vraie chimie. Cette chimie n'était pas seulement à l'écran. Coulisses, les 2 acteurs étaient état proches. Cette véritable amitié a rendu les thèmes sérieux de l'émission plus réels. Chico and the Man abordait le racisme, la pauvreté et le fossé entre les générations. Mais il le faisait avec humour et chaleur. Cet équilibre a incité les gens à revenir chaque semaine. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement 2 personnages. Ils regardaient un lien sincère se développer juste devant eux. Et l'émission comptait pour plus que des rires. Prince était train de marquer l'histoire. Il était le premier acteur d'origine portoricaine à diriger une émission de grande écoute sur un grand réseau. La série était également la première comédie télévisée américaine se déroulant dans un quartier mexicano-américain avec une distribution majoritairement latino. C'était quelque chose de nouveau pour Hollywood. Prince lui-même était allemand et portoricain, jouant un personnage qui était mexicain du côté de son père et portoricain du côté de sa mère. Ce détail se connectait à sa propre vie et lui donnait un sentiment spécial d'authenticité. Bien que certains groupes de Chico aient remis question le casting, la plupart des gens ont embrassé Prince. Ils l'aimaient pour son talent, son humour et son charme facile. Et jouant Chico, il a montré à d'autres acteurs latinos qu'ils pouvaient eux aussi réussir. L'émission a innové faisant des personnages et des histoires latinos une partie du divertissement grand public. Prince a ouvert des portes à d'autres qui n'avaient jamais vu quelqu'un comme eux à la télévision. Et puis il y a eu « ça a de la gueule ». Ce slogan est devenu une sensation culturelle presque du jour au lendemain. Chico, de Prince, affichait son grand sourire, prononçait les mots et tout le monde lui souriait retour. Les téléspectateurs l'aimaient parce que c'était réel et amical. Prince a même sorti un album de comédie intitulé Looking Good 1975, enregistré direct au Mr. Kelly's à Chicago. Cet album a été un succès et a montré que Prince était plus qu'un acteur. Il était un comique qui pouvait se connecter avec une foule. Janvier 1977, Freddie Prinze était au sommet du monde. Il gagnait 25 000 $ par semaine faisant des spectacles dans des endroits célèbres comme le Caesars Palace, Lake Tahoe et les meilleurs clubs de Miami. C'est comme gagner plus de 120 000 $ par semaine aujourd'hui. Ce n'était pas qu'un chèque de paye, c'était un style de vie. Freddie n'avait qu'une vingtaine d'années, voyageant jets privés, séjournant dans des suites penthouse et vivant la vie dont la plupart des gens rêvent. De grands studios le poursuivaient pour des contrats de films. Et il s'est même produit au gala inaugural pour le président entrant. À l'extérieur, tout semblait parfait. À l'intérieur, cependant, Freddie se sentait piégé. Il plaisantait souvent, disant qu'il vivait à la vitesse de la lumière, mais privé, c'était trop. Après les spectacles, il se cachait dans sa chambre d'hôtel, épuisé par les projecteurs et la solitude qui l'accompagnaient. La célébrité et l'argent sont venus vite, mais la pression et l'isolement aussi. Les drogues ont commencé à combler les espaces vides. Il était également un habitué des Dean Martin Celebrity Roast, où son humour volait la vedette. Le public l'adorait. L'un de ses roasts les plus célèbres était celui de Sammy Davis Jr. Freddie était monté sur scène avec des blagues audacieuses qui ont fait rire. Tout le monde si fort qu'il pouvait à peine respirer. Une autre fois, lors du roast de Muhammad Ali, il a parlé de son idolâtrie pour Ali et de ses tentatives de boxer comme lui.
Enfant, Freddy avait cette rare capacité de faire rire les gens tout leur faisant ressentir quelque chose de plus profond. Mais derrière les blagues, la pression était écrasante. Chaque fois qu'il montait la osa, il devait se surpasser. Être présent tout le temps le laissait se sentir plus fragile et plus instable. La vie amoureuse de Freddy était tout aussi compliquée. Il a fréquenté certaines des plus belles femmes d'Hollywood, comme Raquel Welch et Pam Grier. Pam Grier a écrit dans ses mémoires à propos de leur relation passionnée mais tumultueuse. Elle l'aimait, le soutenait et a été témoin de ses luttes contre ses démons. Il pouvait être drôle et chaleureux un instant et perdu dans la tristesse l'instant suivant. Freddy a également épousé Kathy Cochran, 1975, et ils ont eu un fils, Freddie Prinze Jr., mais le mariage s'est effondré rapidement. Les rumeurs de tricherie et sa consommation croissante de drogue les ont séparés. Même avec quelqu'un à ses côtés, il ne s'est jamais senti complètement sécurité ou vraiment aimé. La célébrité, les cicatrices de son enfance et ses problèmes de confiance l'ont laissé se sentir vide, peu importe qui était dans sa vie. Il a essayé de concentrer son énergie dans quelque chose de positif, comme les arts martiaux. Robert Wall, qui s'est entraîné avec Bruce Lee et est apparu dans Opération Dragon, est devenu son professeur et son ami. Robert était aussi le parrain de Freddy Jr. L'entraînement était censé lui donner contrôle et équilibre. Mais même dans ce monde discipliné, Freddy essayait de lutter contre son chaos intérieur. La communauté, soudée des artistes martiaux et des combattants, lui a donné un bref sentiment d'appartenance. Pourtant, cela n'a jamais duré. C'était juste une autre façon pour lui de se distraire de la pression et de la tristesse qui le poursuivaient. Freddie Prinze et Catherine Kathy Cochran se sont mariés lors d'une cérémonie discrète à Las Vegas le 13 octobre 1975. Freddie n'avait que 21 ans, mais était déjà une immense star de Chico and the Man. Kathy avait 25 ans et avait été serveuse de bar avant leur rencontre. Freddie espérait que le mariage calmerait le chaos autour de lui. La célébrité évoluait rapidement, tout comme ses habitudes de consommation de drogue. Le mariage lui-même était petit, organisé à l'intérieur d'une suite au Caesars Palace avec seulement des amis proches et de la famille autour. On avait l'impression d'une chance de nouveau départ. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. La vie à Hollywood et la dépendance de Freddy ont commencé à entamer la promesse qu'ils espéraient lorsque leur fils Freddie Prinze Jr. est né le 8 mars 1976. Freddy semblait vraiment heureux. La naissance a eu lieu à Los Angeles, bien que certaines personnes aient pensé qu'elle avait eu lieu à Albuquerque, où Freddie Jr. a grandi après la mort de son père. Le bébé a donné à Freddy un sentiment de but. Il aimait être père et parlait souvent, mais la dépendance et la dépression ne l'ont jamais quitté. 10 mois, Freddy était parti. Freddie Jr. dira plus tard que sa mère, Kathy, était sa force et qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'élever. La joie de devenir père n'a pas suffi à arrêter les problèmes qui entraînaient Freddy Sr. plus profondément dans la tristesse. Au 26 janvier 1977, les choses avaient atteint un point de rupture. Kathy a déposé une ordonnance restrictive parce qu'elle avait peur. Freddy agissait de manière imprudente. La drogue et la paranoïa le rendaient dangereux, même pour lui-même. L'ordonnance lui interdisait de voir son fils ou de contacter Kathy. Des amis se souviennent que Freddy avait l'air anéanti par cela. On avait l'impression de tout perdre d'un coup. Il portait une arme, parlait de suicide et consommait de plus de cocaïne et de Quaaludes chaque jour. Tout le monde pouvait voir sa douleur, mais personne ne semblait pouvoir l'atteindre à temps. Le 28 janvier 1977, Freddy a reçu les papiers du divorce. Ils étaient durs. Kathy voulait 25 000 $ pour les avocats, 10 000 $ frais de justice, 4 000 $ par mois pour la pension alimentaire et 1 000 $ par mois pension alimentaire pour enfants. Plus de cela, elle voulait qu'il couvre tous les frais médicaux. Le coût était écrasant, mais le chagrin d'amour l'était aussi. Freddy a appelé sa famille et ses amis toute la nuit.
Il se sentait désespéré. Beaucoup diront plus tard que ce fut le coup de grâce. Il avait peur de perdre son fils à jamais. Ce divorce n'était pas seulement légal, il a marqué la fin du peu de stabilité qui restait à Freddie. Kathy n'avait été mariée avec lui que pendant 15 mois avant de déposer les papiers. Le comportement de Freddie avait dégénéré. Des drogues comme le Quaalude et la cocaïne contrôlaient sa vie. Même après qu'elle l'ait quitté, Kathy a dit qu'elle avait peur. Les nuits où elle le trouvait allongé immobile dans son lit, défoncé aux pilules et à la cocaïne, lui faisaient peur. Freddie avait déjà été arrêté pour conduite état d'ébriété le 16 novembre 1976. La police l'avait arrêté parce qu'il zigzaguait sur l'autoroute de San Diego. Variety a écrit sur l'accusation de Quaalude, la rendant publique. Les studios et les réseaux ont également pris note. Sa carrière a commencé à stagner. La dépendance de Freddie a commencé avec les Quaaludes, que son psychiatre lui avait prescrit trop souvent. Le docteur William Kroger lui a donné suffisamment de pilules pour durer des mois, et Freddie les a toutes prises. La cocaïne a suivi ensuite. Des amis comme Jimmy Walker ont parlé plus tard de la profondeur à laquelle il était étalé dans la drogue, comment ses pilules et ses poudres l'avaient gâché et changé. Même après que sa femme l'ait quitté, Freddie a continué à consommer. Les drogues alimentaient la paranoïa, l'insomnie et les longues nuits sombres. Elles ont créé un cercle vicieux qui l'a isolé de plus chaque jour. Cet isolement s'est manifesté par un comportement risqué et effrayant. Freddie plaisantait sur le suicide agitant un pistolet chargé. Au début, la sécurité était toujours activée. Des amis se souviennent de lui riant et disant « Tu as cru que je m'étais tiré dessus ?» après avoir appuyé sur la gâchette. Mais son emprise sur la réalité s'amenuisait. Le directeur commercial, Marvin Snyder, était avec lui le soir de sa mort. Cette fois, il n'y avait pas de sécurité sur l'arme. À ce moment-là, Freddie avait déjà subi des tests psychologiques. Les médecins ont écrit qu'il était méfiant, déconnecté et colère. Ils ont recommandé un traitement ambulatoire sérieux, voire une hospitalisation. Sur le plateau, son co-star Jack Albertson l'a remarqué disparaître dans ses pensées et ses humeurs, puis se forçant à sourire. Tous ses proches l'avaient entendu parler de mourir depuis au moins 1 an. Freddie mettait parfois un pistolet sur sa propre tête devant les gens juste pour voir leur réaction. À la fin de 1976, il avait emménagé dans une chambre à l'hôtel Beverly Comstock. C'était calme là-bas, trop calme. Ses amis le voyaient rarement. Certains l'ont remarqué regardant le film de Zapruder encore et encore. Les images de l'assassinat sont devenues un rituel malsain. Même si Chico and the Man restait populaire, même après s'être produit au gala inaugural du président Carter, Freddie se sentait vide. Marvin Sander et quelques amis fidèles se sont renseignés quand ils le pouvaient, mais personne ne pouvait le ramener arrière. Freddie Prinze a déjeuné avec son ami d'enfance, Ray Andrade, le jour de sa performance à la Maison-Blanche. Andrade l'a vu avaler une pilule après l'autre. Cela lui a fait peur. Andrade lui a dit « Si tu n'arrêtes pas, tu vas te tuer ». Freddie a entendu les mots, mais ne semblait pas les croire. C'était un moment triste et étrange. Même si Freddie était au sommet du monde, la spirale avait déjà commencé. Freddie parlait souvent d'espoir, mais sa douleur était évidente. Il a dit à Andrade « Personne n'a le droit de mettre fin à sa vie. Tant que tu es vie, tu as de l'espoir. » C'était ce qu'il croyait. Mais à l'intérieur, il se battait contre la dépression et la dépendance. Surface, il avait l'air bien. Au fond, il se sentait perdu. Le 27 janvier 1977, Freddie a filmé son dernier épisode de Chico and the Man. Il s'appelait « Our Head Talks to God ». À l'écran, son personnage utilise un couteau dans un moment comique sombre qui semble étrange avec le recul. Le lendemain, Freddie a commencé à dire au revoir. Aux premières heures du 28 janvier, vers 3 heures du matin, il a décroché le téléphone. Un par un, il a appelé sa mère, son ex-femme Kathy et quelques amis proches. « C'est mon choix. » Il leur a dit « Je ne peux plus continuer. J'ai besoin de paix. » À sa mère, il a dit
Je t'aime, mais je ne peux plus faire ça. À Kathy, il lui a dit de s'occuper de leur bébé, Freddie Jr. Chaque appel était calme, trop calme. Le directeur commercial de Freddie, Marvin Dusty Snyder, a entendu la douleur dans sa voix et s'est précipité à l'hôtel de Freddie. Quand Dusty est arrivé, il a trouvé Freddie contrarié et faisant encore ses adieux. Dusty l'a supplié de tenir bon, de se souvenir de sa famille et de sa carrière. Mais Freddie était décidé. Dusty était quelqu'un qui Freddie avait confiance, quelqu'un qui avait vu ses luttes de Sam de près. Même lui ne pouvait rien faire. Freddie a mis fin à un dernier appel téléphonique. Puis, il a tendu la main sous un coussin de canapé et a sorti un petit pistolet de calibre 32. Dusty l'a supplié de le poser. Freddie n'a pas écouté. Calme et déterminé, il a levé l'arme sur sa tempe et a appuyé sur la gâchette. Dusty était juste là, impuissant à l'arrêter. Lorsque la police a fouillé la pièce, elle a trouvé une courte note. Elle disait « Je dois y mettre fin. Il n'y a plus d'espoir. Je serai paix. Personne n'a rien à voir avec ça. Ma décision totalement. PS. Je suis désolé. Pardonne-moi. Dusty est là. Il est innocent. Il s'est soucié. Même dans ses derniers mots, Freddie pensait aux autres. Il ne voulait pas que quiconque blâme Dusty. Freddie a été transporté d'urgence au UCLA Medical Center. Les chirurgiens se sont battus pour le sauver. Sa mère, Kathy, et des amis comme Tony Orlando sont restés à son chevet pendant 33 heures. Un prêtre lui a donné les derniers sacrements. Les médecins leur ont dit « C'est entre les mains de Dieu maintenant », mais il n'y a pas eu de miracle. À 1 heure du matin, le 29 janvier 1977, Freddie a été déclaré mort. Il n'avait que 22 ans. Freddie avait atteint la célébrité si rapidement. Les fans du monde entier l'aimaient, mais rien de tout cela n'a suffi à l'empêcher de se sentir piégé par sa douleur. Sa mort soudaine a choqué le public. Beaucoup l'avaient vu comme quelqu'un qui avait tout. Ces dernières heures ont montré à quel point de choses étaient cachées derrière son sourire.